En ce moment, c'est un fait, le marché des cryptos ne nous donne pas du tout ce qu'on attendait. On nous avait promis un bull run à partir de fin 2024, début 2025, le calendrier continue d'avancer, et on commence à vraiment se demander si en fait les plus gros mouvements n'ont pas été faits en novembre, décembre 2024, et que on essaye de s'accrocher à un bull run, à une altcoin season qui au final n'arriveront jamais, ou alors sont déjà passés et ont été beaucoup moins bons que les dernières. En janvier, j'étais pas hyper bien avec ce qui se passait sur le marché, il y avait beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de peur, de colère aussi, et forcément quand on crée des contenus, ça rebondit beaucoup sur moi, c'est évident. Donc vraiment, je me sentais pas bien, j'ai pris un peu de recul, j'ai pris une semaine où j'ai été connecté, j'ai pas ouvert Twitter, j'ai pas trop regardé les charts, etc. Et j'ai essayé de prendre un peu de recul sur le marché pour voir si objectivement, les tests que j'ai, les tests qu'on est beaucoup à avoir, est-ce que il y a des raisons de croire que elles sont en train de s'invalider et qu'il faut vendre ces cryptos parce que le cycle est terminé. Et je vais vous donner le résultat de 7 jours de méditation sans écran, à juste marcher avec mon chien et à penser à la vie, qui entre parenthèses m'a fait beaucoup de bien. Essayez de faire ça, faites des détox, allez marcher, la vie est belle, vous allez voir. En fait, on a eu un problème à partir du moment où on a commencé à rabâcher de partout, et moi le premier, le fait que l'élection de Trump était extrêmement bullish pour les crypto-monnaies. Je pense toujours que c'est extrêmement bullish. Par contre, le fait de dire partout que Trump allait envoyer Bitcoin à 200 000 et les altcoins à des x5, x10 un peu partout, ça a créé beaucoup trop d'attentes. Tout le monde commençait à penser qu'au moment où Trump allait être élu, dans les 2-3 jours qui suivaient, Bitcoin allait exploser, qu'on allait avoir des réserves stratégiques, qu'on allait avoir des lois hyper pro-crypto, et Trump a été élu, et il s'est rien passé. En plus de ça, juste avant, il avait lancé son memecoin, donc ça, en plus de tout ça, ramené des nouvelles personnes sur le marché des crypto-monnaies qui ont, elles aussi, entendu partout que l'élection de Trump allait être incroyable, qui ont acheté son memecoin et qui au final n'ont pas eu du tout ce qu'elles venaient de chercher et se retrouvent un petit peu là sur le marché sans trop savoir quoi attendre parce qu'elles n'ont pas énormément d'expérience. En fait, tout se base sur une notion, les attentes. Quand Trump est arrivé, on avait des attentes absolument démesurées. Et on avait des attentes qui étaient tellement hautes qu'au final, rien de rationnel n'aurait pu se passer qui aurait matché un peu les attentes tellement elles étaient hautes. Il aurait pu rien se passer d'aussi bon qu'on se dise « Ok, là, je comprends pourquoi j'ai eu autant d'attentes. » Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que on nous a parlé de réserve stratégique, c'est encore en cours, mais ça se fait pas en un mois. On nous a parlé des lois pro-crypto, c'est en train d'avancer, mais pareil, ça se fait pas en 2 semaines. Rien n'aurait pu venir contenter ces attentes. Et donc forcément, il y a eu un package d'émotions négatives qui sont arrivées avec beaucoup de colère, beaucoup d'énervement, parce qu'au final, on se rattachait beaucoup à cette investiture de Trump. Il s'est rien passé, on se dit « Ok, il y a plus de gros événements qui peuvent faire que la crypto monte. Donc si elle a pas monté pendant l'investiture de Trump, elle montera plus jamais. » On s'est mangé un range extrêmement relou et extrêmement chiant en 2024. On a eu des petites miettes d'espoir en fin d'année, mais surtout, on nous a dit que ça y est, 2025, ça allait être l'année où Gary Gensler était viré. Il allait y avoir la réserve stratégique, les altcoins allaient monter, et au final, toujours pas. Ça fait presque 3 ans que je fais des vidéos YouTube maintenant, j'ai commencé ma chaîne en bear market. Donc vraiment, on a eu des trucs très relous. On a eu FTX, on a eu Terra Luna, et pourtant, je n'ai jamais vu d'émotions et de tendances aussi négatives que ce que j'ai vu ces 2 dernières semaines, alors qu'on a un Bitcoin à 95 000, à cause d'une seule chose, des attentes qui n'ont pas été contentées. Et en plus de ça, on est dans un cycle qui est un peu différent sur un aspect précis, c'est le fait que maintenant il y a beaucoup d'institutions et forcément de la smart money. La smart money, elle les voit, ces attentes, elle la voit, cette colère, donc elle s'en nourrit, parce que je vous rappelle que l'objectif c'est de passer l'argent de nous vers eux. Donc on est dans une situation qui est un peu compliquée. La question qu'on se pose, elle est très simple. On fait quoi du coup? On reste ou on vend? C'est binaire au final. Il y a plusieurs façons de décider s'il faut quitter le marché ou non. On peut se baser sur l'aspect émotionnel, sur l'intérêt, sur les signaux, etc. Ce que m'a beaucoup apporté le fait de prendre du recul, c'est justement de choisir un petit peu ma façon où je me dis ok, est-ce que je reste sur le marché ou pas, en coupant un petit peu toutes les émotions et tout le bruit qui font une sorte de brouhaha hyper désagréable. Ma façon d'analyser si je reste ou pas sur le marché, c'est d'essayer de détacher toutes mes émotions possibles pour voir si factuellement, d'un point de vue des datas, d'un point de vue de ce que j'ai devant moi sur plein de catégories, est-ce qu'il y a des raisons de vendre ou pas. Donc c'est ce qu'on va regarder. On va voir si d'un point de vue on-chain, il y a des raisons de vendre, d'un point de vue macro, il y a des raisons de vendre, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue temporel, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de vendre ou est-ce que finalement nos thèses, elles continuent de se valider et juste que ce bruit, il sera oublié dans 2-3 mois. On peut commencer avec les signaux on-chain. Est-ce qu'on a des signaux de surchauffe actuellement? La réponse très rapide, j'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos, c'est que pas du tout. Si on regarde le NUPL, on n'est pas du tout dans des signaux de surchauffe comme on aurait pu l'être par exemple en 2021 ou même au mois de mars ici. Regardez le MVRV Z-Score, c'est pareil, on était sur des niveaux très très hauts dernier cycle, là on est très très bas. Surtout que oui, on est sur un ratio qui est dégressif, mais on a encore énormément de place. Et ce qui est le plus marquant, je trouve, c'est le stock to flow. Le stock to flow, en gros, c'est un modèle qui prédit la valeur de Bitcoin en fonction de sa rareté. Donc en gros, si le stock to flow est dans le rouge, ça veut dire que Bitcoin est théoriquement surévalué par rapport à son prix. Et si le stock to flow est dans le vert, ça veut dire
dire que Bitcoin est sous-évalué. Et regardez, malgré le fait qu'on a un Bitcoin qui soit autour des 100 000 $, le stock to flow, il est à des niveaux de bear market. Donc il y a deux possibilités. Soit on a une sorte de surévaluation historique qui n'est jamais arrivée sur Bitcoin dans une période de bull run. Ok. Soit on est dans une situation où justement Bitcoin est extrêmement sous-évalué et qu'on a des mécanismes où on a des grosses institutions, des gros portefeuilles qui font tout justement pour garder cette tendance à la baisse comme ça et qu'on ait un stock to flow qui soit aussi bas et qui estime que Bitcoin à 95 000 est aussi surévalué que quand il était à 16 000 $. Regardez à quel point c'est fou. Donc soit Bitcoin est extrêmement surévalué, soit Bitcoin est extrêmement sous-évalué. Il n'y a pas d'entre-deux. Regardez à quel point on est dans des zones historiques. Vraiment, ça n'a jamais été atteint depuis 8 ans quasiment. Les deux sont évidemment possibles, j'ai pas de boule de cristal, mais regardez aussi ce graphique où on a les performances des cycles de Bitcoin avec notre cycle là en vert clair qui est globalement dans les clous de ce qui se passait. Oui, on est en train de se décorréler de 2017 en bleu qui s'est lancé extrêmement vite, mais qui au final a pic à la fin de l'année. Et si on regarde depuis le bottom, même par rapport à 2015, regardez, là, on est actuellement là, où tous les gros mouvements n'avaient pas encore été faits. Ça, c'est depuis le bottom, mais regardez aussi depuis le halving, où là, c'est encore plus flagrant. On est là. On est dans des niveaux qui sont complètement similaires. Alors oui, on est parti beaucoup plus fort parce que l'échelle est en multiple dans le premier bull run de 2013, évidemment, mais regardez, c'est extrêmement corrélé. Et c'est pour ça que les gens qui me disent que je dis de la merde quand je dis que le cycle est très très similaire au final à ce qui se passait, j'ai envie de leur dire, regardez ça. En quoi ce cycle est différent? On est encore dans des zones extrêmement normales et d'un point de vue temporel, tous les tops de marché se sont faits en fin d'année. En 2021, on a eu un cas exceptionnel parce que on a eu une énorme relance économique avec le crash Covid, on a eu un premier top en mars, mais au final, le vrai top a été fait en fin d'année à 69 000. En 2017, c'était pareil, en 2013, c'était pareil. Donc déjà, on est dans les clous, il faudrait qu'on se décorrèle pas trop et c'est pour ça que les prochains mois vont être très importants. Mais en plus de ça, il faut pas non plus laisser de côté la possibilité qu'on pourrait avoir un top de cycle en fin d'année parce que historiquement, sur 3 tops, on a eu 3 tops en fin d'année. Donc d'un point de vue on-chain, tout nous montre qu'on est dans une continuité de cycle, que actuellement la tendance rend Bitcoin extrêmement sous-évalué, le marché des altcoins aussi, parce que c'est toujours pareil, la liquidité vient de Bitcoin. Donc en fait, est-ce qu'on aura une altseason ou pas, ça veut pas dire grand-chose. La réalité, c'est est-ce qu'on aura des liquidités qui arrivent sur Bitcoin, qui ensuite vont arriver sur les altcoins. Maintenant, on peut aussi regarder ce qui se passe d'un point de vue macro. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin est très décoré de la macro. Je vais vous montrer que vraiment pas du tout, et que des fois, je me dis qu'on est vraiment des oufs à croire que notre petit Bitcoin suit son cours tout seul, alors qu'au final, c'est juste le grand rouage économique qui continue et qu'on est sur une machine beaucoup plus grosse que ça. Ici, vous avez l'ISM Manufacturing PMI. C'est un indicateur en gros qui permet de mesurer l'activité dans le milieu manufacturier. Donc est-ce qu'il y a plus de commandes dans les usines? Est-ce qu'il y a plus de stock? Est-ce qu'il y a plus d'exportation, etc. Et c'est hyper intéressant parce que déjà vous voyez qu'on a un cycle économique à chaque fois qui se met en place, tac d'à peu près 500 jours à chaque fois, plus haut, un plus bas, avec les crashs de 2020 et le crash de 2008, mais sinon on est quand même tout le temps dans les mêmes niveaux. Et l'ISM il est intéressant parce qu'il permet de prédire le comportement économique dans les prochains mois. Forcément s'il y a plus de commandes dans les usines, ça veut dire que au bout d'un moment elles vont produire les commandes et elles vont les envoyer et ça va stimuler l'économie. Quand on a un PMI qui est en dessous de 50, on est dans une économie qui est en compression. Quand on a un PMI qui est au-dessus de 50, elle est en expansion. Et vous voyez que pour la première fois ces derniers temps, là en fin 2024, on est retourné dans des zones avec un PMI au-dessus de 50. C'est pour ça que d'un point de vue de cycle business qui a toujours été respecté, on est dans une zone d'expansion économique. Là, je vous ai remis la même charte, ça et ça, c'est la même charte. Et vous voyez que globalement, on est toujours dans des ranges entre 60 et à peu près 48. Et à chaque fois, on a un pattern qui se met en place de quelques mois sur une sorte de cycle du business, de cycle de l'économie qui est assez connu et qui est en train de se mettre en place et qui pourrait nous amener sur des niveaux très intéressants dans l'année 2025. Et c'est là où c'est très intéressant et c'est là où on se rend compte qu'en fait Bitcoin est extrêmement relié à la macro. C'est que regardez, je vais rajouter la charte de Bitcoin, je la remets comme ça. Et là on peut comparer un peu le comportement du PMI par rapport à Bitcoin. Là je vais prendre le premier top du PMI de 2017, hop, là je vais prendre le deuxième en 2021 et là je vais prendre les bottoms, ici et ici et ici. Vous voyez que à chaque fois, et c'est hyper flagrant, à chaque fois qu'on a un top du PMI ici, c'est très corrélé à Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin est devenu un actif qui est dépendant d'une chose, c'est la liquidité. Et forcément, si on a une croissance économique, une expansion économique, on a plus de liquidité. Donc il nous faut de la liquidité, il nous faut une économie en expansion pour qu'on puisse ensuite remonter, avoir un Bitcoin qui remonte et ensuite avoir des altcoins qui remontent. C'est très mécanique, encore une fois. Et si vous ne me croyez pas, regardez cette charte. Ici, vous avez la M2 monnaie stock. Donc en
gros la quantité d'argent en circulation. Regardez à quel point c'est lié à Bitcoin. C'est la liquidité qui domine tout dans ces zones-là où on avait beaucoup moins de liquidité, période de bear market. Là, on est dans une période d'accroissement monétaire, de création de valeur qui est en train d'arriver de plus en plus. Et bien forcément, ça se répercute sur les actifs à risque, ça se répercute sur Bitcoin et ça se répercutera ensuite sur les altcoins. Et vous voyez que même dans cette période-là où on dit qu'on est en quantitative tightening, en restriction monétaire, bah on a quand même de l'argent qui est créé. Sauf que forcément, cette année, ça prend beaucoup plus de temps. Regardez en 2020, quand on a eu le crash Covid, la Fed, elle a eu une politique extrêmement agressive pour relancer un peu l'économie parce que c'était vraiment la merde. Là, leur objectif, c'est les 2% d'inflation. On n'est pas loin. On est presque aux 2%, on a une belle politique de désinflation. En plus, à chaque fois, les chiffres qui sont publiés correspondent aux chiffres du mois dernier. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, on aura des bonnes nouvelles sur l'inflation puisque ça sera les chiffres de février. Mais on a encore une inflation sur les services qui est un petit peu haute. Et donc la Fed prend son temps. Ce qu'ils veulent absolument éviter, c'est un truc un peu comme dans les années 70 qu'on a eu le choc pétrolier où bah, ils ont un peu paniqué, ils ont descendu les taux beaucoup trop tôt et beaucoup trop agressivement. Sauf que ça n'a pas relancé l'économie. On a eu une sorte de stagflation où l'économie a stagné mais qu'on a eu une inflation très haute parce que forcément les salaires ont augmenté, etc. Donc la Fed prend son temps. C'est pour ça que cette année va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus longue à mettre en place parce que pour que la liquidité arrive, il faut que la Fed soit sûre qu'on ait ces fameux signaux de ok, l'inflation est vraiment sous contrôle, les biens, les services, tout va bien, on peut commencer à être un petit peu plus souple sur l'économie. Mais c'est quelque chose qui va arriver, tout est en place. On l'a vu avec mon magnifique dessin du PMI, on a une économie qui est toujours extrêmement cyclique et qui est en phase d'expansion. Et il y a plein d'autres indicateurs qui sont intéressants, comme là par exemple vous avez les contrats futurs sur le cuivre qui est l'un des matériaux les plus importants pour l'économie. Et regardez, dès qu'on a eu une relance sur les futurs sur le cuivre, Bitcoin en violet a suivi. Ici on a une relance, Bitcoin a suivi. Ici on a une relance, Bitcoin est monté. Ici on a une relance et regardez où on est actuellement. On est dans une économie en expansion. Donc d'un point de vue macro, on est sur des signaux qui sont extrêmement positifs pour 2025. Juste il faut continuer de rester patient. Les niveaux de régulation n'ont jamais été aussi bon, on le voit, il y a beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. On a eu le hack de Bybit mais qui est extrêmement décorrélé de la situation, c'est juste une sorte de mini Black Swan, mais la politique est bonne pour Binance qui est en trêve avec la SEC alors qu'ils étaient en guerre depuis plus de 2 ans. Il y a eu des problèmes avec Coinbase, tout va beaucoup mieux, et quand je prends un peu de recul et que je regarde tout ça d'un œil un peu extérieur, factuellement, je suis convaincu que le top de Bitcoin n'a pas eu lieu en janvier à 109 000 $ et qu'on aura de la liquidité qui va se déverser sur les altcoins. Est-ce que je peux me tromper? Évidemment, mais ça reste ma thèse dans tous les cas. Je n'ai vendu aucune de mes cryptos, je ne vendrai pas maintenant parce que je suis persuadé que le marché a encore beaucoup à nous offrir. Évidemment, c'est mon avis. Faites-vous aussi votre propre opinion, allez voir les datas dont je vous ai parlé et essayez de voir un peu en fonction de vos convictions à vous. Il y a un autre problème en fait, je pense, dans ce cycle qui paraît un peu anodin, mais je pense qu'il est quand même extrêmement présent. C'est que on est dans un monde de l'information. On est submergé d'informations. Notre système nerveux n'est absolument pas fait pour prendre autant d'informations, surtout sur les réseaux où c'est de l'information qui est enrobée de beaucoup d'émotions, parfois des émotions négatives, et au final on se retrouve pris dans le bruit. Vous vous rappelez quand on parlait de couper le bruit, ben là on est en plein dedans, vraiment. Et le problème c'est qu'on est beaucoup à confondre information et connaissance. On croit qu'il faut toutes les infos de ce qu'il se passe pour avoir une connaissance suffisante et même supérieure pour prendre les meilleures décisions. Et donc il y a des gens qui se nourrissent de ça. On a plein d'informations et on est encore submergé d'informations. Il y a des milliers de vidéos par jour, il y a plein de réseaux, il y a des TikTok, il y a des tweets, etc. Tout est fait pour qu'on soit submergé d'informations parce que c'est une économie. Et le problème de ça, c'est qu'on crée une sorte de prison et de culture du moment présent. Où au final, on est dans une situation où les seules informations qui sont importantes, c'est les informations de hier et d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé il y a plus de 10 jours, ça dégage. Toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues dans les 3 derniers mois sont effacées par la moindre mauvaise nouvelle qu'on a aujourd'hui et par la moindre baisse de 10%. Parce qu'on en a déjà parlé, la peur de perdre est beaucoup plus puissante que l'envie de gagner. Pourquoi? Parce que le foot, c'est pareil. C'est la culture de l'instant présent. Tout ce que tu as fait dans les derniers mois ne compte plus parce qu'il faut être performant. C'est pour ça que l'une des leçons que j'ai appris en prenant une semaine off, en regardant rien, c'est que déjà on perd rien à partir une semaine. On se rend compte que il s'est pas passé grand chose. Donc vous n'allez pas rater votre bull run si jamais vous êtes off pendant une semaine. Et encore mieux, à la fin de cette semaine, j'ai eu une clarté d'esprit dans ma vision du marché que sincèrement j'avais pas eu depuis très longtemps parce que mon cerveau intrinsèquement a réussi à couper le bruit et je suis pas affecté par toutes les émotions court terme de l'instant présent de tout le monde qui au final me biaisent dans mon analyse. Et je vous recommande vraiment d'essayer d'être beaucoup plus exigeant sur les informations que vous laissez rentrer dans votre cerveau, de filtrer énormément. Vous n'avez pas besoin d'être au courant de tout, vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous n'avez pas besoin de plus d'informations pour
faire plus d'argent, ça devient même le contraire. On est en train de passer d'une ère de l'information à une ère du silence, à une ère de la clarté d'esprit. La vraie différence entre ceux qui font de l'argent et ceux qui n'en feront pas ou en feront moins, ça sera dans la clarté d'esprit et la capacité de faire des décisions qui sont bénéfiques pendant les moments de stress ou pendant les moments de doute où tout le monde va douter et nous on arrive à prendre du recul et à voir un petit peu ce qui se passe. Donc désolé, cette vidéo n'est pas un changement d'avis, j'ai toujours les mêmes thèses. Je pense qu'on aura une année 2025 exceptionnelle pour Bitcoin, exceptionnelle pour les crypto-monnaies et que nous sommes un petit peu dans les derniers moments, la dernière purge qui peut encore continuer. Je suis pas fermé à la possibilité qu'on puisse encore aller en dessous des 90 000, mais la configuration fait que je ne vendrai pas. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, on est bientôt 100 000 les mecs, c'est incroyable. C'était Eril, prenez soin de vous, coupez le bruit, filtrez ce qui rentre dans votre cerveau et tout va bien se passer. Ciao les potes.